Au bout du dortoir, donc on était regroupés et il y avait une sœur qui a attrapé une des filles par les cheveux. Elle l'a tirée jusqu'à la salle des lavabos et elle lui a cogné la tête sur les lavabos, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il y avait du sang partout, parce que la tête ça saigne, il y avait du sang partout. On était pétrifiés et il y a une fille, heureusement, qui a ouvert le bec et qui a dit « Arrêtez ma sœur, vous allez la tuer ». Et la sœur l'a lâchée. Quand t'es arrivé, il fallait voir si t'étais vierge ou pas. Si t'étais vierge, t'allais dans une section différente. C'est très brutal parce qu'il n'y a pas de gants, rien, comme ça, main nue. J'ai du mal à le dire, mais quelquefois, c'est pas sur le dos. Des fois, c'est debout, par derrière. L'éventail des maltraitances est extrêmement large, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des maltraitances, des coups. Il y a aussi des formes d'humiliation, par exemple le contrôle des petites culottes et voir si les petites culottes des filles devant tout le monde sont tachées, pas tachées, maculées, pas maculées. Il y a aussi l'envoi au mitard. Il y avait des filles qui ont essayé de s'évader, mais alors on leur a coupé les cheveux et on les mettait dans un cachot. Tous les jours, je faisais un plan d'évasion. C'était pudiquement dit Notre-Dame de Charité, dit le Bon Pasteur, sauf que c'était une maison de correction et une maison d'enfermement où il y avait les mêmes rites que les bonnes sœurs. Prière, travail, et puis vas-y. Je suis en train de mettre la navigation. Et on va où? Au Mans. Où ça, au Mans? Au Bon Pasteur. La congrégation compte plus de 400 institutions semblables qui éduquent et forment des jeunes filles dans le monde entier. T'es contente? Ah bah oui, j'étais jamais retournée. Du tout. Paru, Tournez à droite, puis vous atteignez votre destination sur votre gauche. Même si je vis pas avec le passé, ça remue quand même. Ça remue. C'était pudiquement dit Notre-Dame de Charité, dit le Bon Pasteur, sauf que c'était une maison de correction et une maison d'enfermement où il y avait les mêmes rites que les bonnes sœurs. Prière, travail, et puis vas-y. Tu vois les fenêtres du rez-de-chaussée là? Eh ben, ça c'était la classe, c'était là où on marnait le jour Venise. Alors pour avoir 10 centimes, il fallait avoir fait 1 mètre de jour Venise. En 1945, parce qu'une jeunesse perturbée par la guerre exigeait des mesures d'urgence, est née l'éducation surveillée. En effet, en 5 ans, le chiffre des jeunes délinquants était passé de 12 000 à 35 000. Tu n'avais plus de parents, tes parents ne s'occupaient pas de toi, tu étais violé, tu étais abusé, tu étais chef de gang. On t'avait mis sur le trottoir, enfin peu importe, tout était bon. On te mettait là-dedans, c'était le rebut. Hé Mimi! L'État paye un prix de journée pour chaque jeune fille placée dans les institutions. Donc ce n'est pas un choix économique, c'est un choix politique. On considère réellement que les filles, c'est pas comme les garçons, et que les sœurs religieuses sauront faire avec les filles, et que ça sera beaucoup plus difficile pour des éducatrices laïques d'agir avec ces jeunes filles. Donc il y a vraiment quelque chose aussi de l'ordre du péché dans la prise en compte des comportements des jeunes filles déviantes. « 53 ans de mariage, 54 ans qu'on est ensemble. » Bah ça urgeait, ma cocotte. Je lui avais dit que j'avais été en pension chez les sœurs, mais j'avais jamais rien expliqué. Non, jamais. Regarde ça. Ça, c'est au Hellfest. Regarde les mecs, c'était un groupe anglais. Tu y vas souvent? Ah oui, tous les ans. Tu viens, Wallis? Tu viens voir mamie? Hein? Tu viens voir mamie? Ma grand-mère m'élevait.
Et à la préadolescence, j'ai revu dans les brancards et j'étais devenue incontrôlable. Lorsqu'un adolescent pose tellement de difficultés à ses parents qu'il n'arrive plus à avoir sur lui aucune autorité, il n'est pas rare aujourd'hui encore de les entendre lui dire « Si tu n'obéis pas, nous t'enverrons en maison de correction ». Je ne voulais pas aller à l'école, je ne supportais aucune contrainte, je voulais sortir. Je voulais écouter de la musique et chez moi c'était pas possible parce que ma grand-mère était née en 1884, donc à part les valses de Vienne. Je commence par aller à Angers au centre d'observation du Bon Pasteur. L'éducation surveillée dispose entre autres équipements de 2 types d'établissements nettement différenciés, les institutions d'éducation et de rééducation et les centres d'observation où les jeunes gens ne passent qu'en transition pour un délai très court, séjour de 3 à 4 mois. J'expliquerai que c'est un couvent-prison, qu'on rentrait dans les ordres finalement sans avoir rien demandé et qu'on est obligé de suivre la règle de la clôture. Aucune idée d'où je suis, pourquoi, le placement par qui, je ne sais pas. Je pense que c'est ma mère qui m'a inscrite dans une école religieuse. Dans 50% des affaires, le juge agit sur la demande des parents pour lesquels il est trop souvent un dernier recours. À Angers, ce service comprend 3 assistantes sociales. Il s'agit de découvrir non pas une vérité policière, mais une vérité psychologique et morale dont il faut apporter les preuves juridiques. En possession du rapport, le juge seul décidera. Les éléments recueillis soit au centre, soit par l'éducateur de milieu ouvert, soit par la consultation, permettent de bâtir une solution. Les conditions de placement, elles étaient complètement arbitraires. Je sais qu'il y a des filles quand même qui sont rentrées au Bon Pasteur alors qu'elles étaient salariées. Alors là, écoute, c'est monumental. Donc c'est mon dossier de placement au Bon Pasteur. Ne faisait rien, très paresseuse. Enquête de gendarmerie, j'ai rien fait. Déficience principale, j'ai rien non plus. Ce papier va m'envoyer en maison de correction. Ça fait un choc parce que je me dis que j'ai été condamnée. J'avais rien fait, quoi. Maintenant, si la paresse est un motif de condamnation devant les tribunaux, il va falloir agrandir les prisons. Moi, j'aime bien ce quartier, tu vois. Ah, regardez comme il est beau, mon chien. Puis attends avec mes lunettes parce que ça fait mieux, ça fait Michel Morgon, non? Il y a 4 ans, quand mon frère est décédé, j'ai trouvé une lettre qu'il avait écrite, comme quoi j'étais une mauvaise fille, que je fréquentais des garçons, des hommes mariés. Comment vous parvient un dossier? Tous les signalements qui peuvent parvenir sur ce bureau, par toutes les voies possibles. C'est-à-dire services sociaux, sociale, maires, instituteurs, lettres anonymes, etc. J'ai l'honneur de vous écrire. Aussi, je vais vous parler d'une affaire qu'on devrait suivre sérieusement. C'est une vraie honte, comme elle se comporte. Tout le village en parle. Et tout le monde fait la réflexion que personne ne s'en occupe de cette fille. Tout le monde peut vous renseigner et témoigner. Elle est pire que ma sœur Christiane. C'est moi. Mais j'ai pour principe de toujours recouper ce renseignement de départ par une enquête que j'ordonne et que je confie évidemment à d'autres services que ceux qui ont fait le signalement. Mais dis donc, t'as emmené tout ton... Moi, c'était une maison de rééducation, une annexe du Bon Pasteur. Je fus accueillie par une religieuse qui me remit des habits de pension et contrepartie de ceux que je portais ainsi dépouillés, j'ai cru que j'allais devenir nonne. Ce sentiment s'accrut lorsque je découvris la cellule qui allait me servir de chambre. Barreaux à l'unique fenêtre, quelques objets religieux sur les murs pour agrémenter. Quel choc de me retrouver ainsi cloîtrée sans aucune explication. Voilà. Tous les jours, je faisais un plan d'évasion. Alors, il y avait des filles qui ont essayé de s'évader, mais alors on leur a coupé les cheveux et on les mettait dans un cachot. Là, j'ai 16 ans. À Angers, dans le jardin du centre d'observation. Je ne savais pas où j'étais, en fait.
Quand tu arrivais, il fallait voir si tu étais vierge ou pas. Si tu étais vierge, tu allais dans une section différente. Moi, je pleurais toute la journée, mais je faisais partie des durs parce que j'avais été violée et que j'étais plus vierge. Ah ben, ça n'avait pas de sens, mais pour elle, ça en avait. Je vois pas pourquoi on aurait mis les personnes vierges d'un côté et des autres, ça me fait sourire plutôt, ça c'est pas... L'examen gynécologique, c'est tout simplement parce que certaines jeunes filles arrivaient avec des maladies sexuellement transmissibles. Bon, peut-être que celles qui étaient malades étaient pendant un certain temps entre elles pour ne pas... Et encore, j'avance ça, je crois pas que c'était ça. C'est une violence inouïe, inouïe. On te dit pas ce qu'on va te faire, on te fait allonger sur la table d'auscultation, point. C'est très brutal parce qu'il n'y a pas de gants, rien, comme ça, main nue, hop, tu passes. J'ai du mal à le dire, mais quelquefois, c'est pas sur le dos. Des fois, c'est debout, par derrière. Mais c'était hard, hein? C'était hard. L'éventail des maltraitances est extrêmement large, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des maltraitances, des coups, il y a aussi des formes d'humiliation, par exemple le contrôle des petites culottes, et voir si les petites culottes des filles devant tout le monde sont tachées, pas tachées, maculées, pas maculées. Il y a aussi l'envoi au mitard, encore dans les années 50 et 60, et ça, j'ai pas besoin qu'on me le raconte, je l'ai dans les archives, on me montre ça dans les archives, donc des jeunes filles enfermées dans des lieux d'isolement pendant plusieurs jours. Au bout du dortoir, donc on était regroupés et il y avait une sœur qui a attrapé une des filles par les cheveux. Elle l'a tirée jusqu'à la salle des lavabos et elle lui a cogné la tête sur les lavabos, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il y avait du sang partout, parce que la tête ça saigne, il y avait du sang partout, on était pétrifiés et il y a une fille heureusement qui a ouvert le bec et qui a dit « Arrêtez ma sœur, vous allez la tuer ». Et la sœur l'a lâché. Il est écrit là-haut, mes jours sont comptés. Je n'ai pas l'intérêt de prendre les mêmes, enfin. Elles n'ont pas envoyé de gifles, rassurez-vous. L'État qui plaçait les jeunes filles contrôlait, venait, on avait des rapports à leur donner. Il me semble que si ça avait été partout, on aurait dû fermer nos maisons. C'est pour ça que je dis que c'est des cas isolés, en fait. Et c'est une réalité, je ne le dis pas pour me défendre, c'est une réalité. L'éducation surveillée, chargée aujourd'hui de cette jeunesse difficile, a un visage beaucoup moins austère, et des méthodes, en tout cas, qui ne s'apparentent plus à celles de la pénitentiaire. J'ai eu 3 comprimés d'Atarax par jour. Au centre d'observation à Angers, une fille qui buvait les bouteilles de Largatil, petites bouteilles comme ça. Tu peux nous rappeler ce que c'est? Le Largatil, c'est des gouttes qu'on donnait aux filles pour les calmer, pour qu'elles soient dociles. Les jeunes filles à qui on va donner ces substances, c'est véritablement les jeunes filles rebelles, les jeunes filles révoltées, les jeunes filles qui n'acceptent pas le sort qui leur est fait. Et au lieu de leur mettre la camisole de force, on leur met la camisole chimique. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'installe de manière, semble-t-il, assez pérenne dans les établissements des années 50, 60 et 70. Les psychiatres qu'il a interrogés ont été effarés, effrayés, en disant mais c'est hallucinant, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, c'est-à-dire que c'était des apprentis sorciers. Ils auraient pu véritablement mettre les jeunes filles dans des situations somatiques extrêmement graves. Donc en plus il y avait quelque chose de l'ordre d'une inconscience totale, puisque c'était des nouveaux médicaments à l'époque, qu'on ne savait pas très bien comment les administrer et qu'on a... J'ose pas dire expérimenté, parce que je ne sais pas si c'était l'expérimentation, mais en tout cas, on a là eu des abus certains. Et je pense qu'effectivement, certaines jeunes filles ont comaté. Allô? J'ai cherché Bon Pasteur et j'ai vu Forum. Et là, je me suis inscrite tout de suite et j'ai lu les témoignages des filles. Anne-Christelle.
J'ai lu mais des journées entières et des nuits entières, en étant effarée, parce que là, je revoyais tout ce que j'avais vécu. Mais on est dispersés sur tout le territoire français, y compris les Belges, la Belgique, l'Algérie, Québec. Je suis allée aussi sur Copains d'avant. Je leur dis qu'on a créé une association et qu'elles feront comme elles voudront. Hein. Le Bon Pasteur, il est là, en face de nous. Elles auraient été bien capables de nous enfermer dans les tours, là. Tu te rends compte, elles auraient eu ça à leur disposition, là on passait un sale quart d'heure. Congrégation, attention! Un jour, on s'était téléphoné. Oui. Et j'ai laissé Evelyne créer l'association parce qu'elle sait faire parfaitement tout ce qui est administratif. Et puis toi, tu es trésorière quand même. Oui, mais enfin, bon... Ça, c'est la double page de Libération. Marie-Christine, elle a l'air mauvaise quand même, elle va les bouffer. Je lui dis, écoute, maintenant, il faut aller plus loin. Alors je lui dis, on va faire des lettres. Dans l'histoire, il y avait le travail forcé. Donc, ministère du Travail. On a demandé une mutuelle, la mutuelle gratuite. Et puis la justice. On a demandé à ce que les archives des Bonnes Sœurs soient gérées comme les archives départementales. On a envoyé les lettres et je relançais, on n'avait pas de réponse. Et un jour, je reçois une lettre. Mesdames, c'est toujours très courtois, très prévenant. Il est gentil, hein. Il est mignon ce petit Antoine. Alors là, je savais plus où j'étais, je touchais plus terre. Parce que franchement, je voyais pas ça arriver tout de suite. On était contente. Hein. Bon, moi j'ai pas dormi de la nuit. C'est un peu un aboutissement quelque part. Nous allons au ministère de la Justice. C'est pour rencontrer Antoine Messonnier au sujet des archives des Bons Pasteurs. Et on avait d'autres demandes à faire dans divers ministères. Et je pense qu'on va pouvoir avancer un peu. Il faut que l'on fasse un courrier plus haut. Ça veut dire au garde des Sceaux, plus haut. Voilà. Apparemment, il y aura de l'amélioration dans les consultations des dossiers. Ah, l'article passe pas demain, mais mercredi. Ah bah tant mieux. Bon, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Bon, ben, t'embrasseras Théophile pour nous. Hein. Oh, surtout pour toi. On aurait dit, on arrive. C'est la lettre au garde des Sceaux. Tu lui dis quoi? Alors je lui dis, Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Nous prenons contact avec vous afin d'avancer dans notre projet de réhabilitation diverses concernant nos séjours dans les Bons Pasteurs. On lui parle des filles mères. On lui dit que, sans être très pressé, on aimerait bien que ça aille assez vite parce qu'on est âgés, on a toutes plus de 70 ans. Sur les 8 ou 900 inscrites sur les forums, aucune fille n'en a parlé, sauf au bout de plus de 50 ans. Mais je pense qu'en plus, dans les mentalités, quand on est passé par le Bon Pasteur, ça reste. Parce que j'ai une amie, j'ai connue toute petite, et je lui disais, je vais au ministère de la Justice pour faire les démarches pour les Bons Pasteurs. Elle m'a dit, ah oui, c'est bien, mais t'étais quand même pas une sainte. Il y a une forme d'humiliation très forte à avoir été désignée comme une vagabonde, une voleuse, une vicieuse, d'avoir été enfermée dans une institution de la justice, d'avoir été disciplinée, d'avoir été close entre les murs. Et je pense que cette humiliation-là, elle est difficile à oublier et à effacer. J'ai jamais su ce que c'était qu'un bon pasteur. Je l'ai su au moment où ma tante, elle m'a dit, de toute façon, c'est comme si tu sortais de prison. J'ai mis du temps à me rendre compte de ce que j'avais vécu. J'ai mis du temps jusqu'à ce que j'aille consulter les archives. Je pense que personne à l'époque aurait pu imaginer que tous les dossiers ressortent. Mais il faut bien se dire que dans la vie, tout ressort. J'ai été interrogée à la gendarmerie
Evelyne ne donne pas l'impression d'avoir des regrets de sa conduite. Avec ce que tu avais Elle subi. ne manifeste aucun repentir de son comportement et de son attitude, et son attitude est arrogante. Elle ne se cache nullement. Je crois qu'elle recommencera si l'occasion se présente. Tu peux rappeler les faits? Les faits, c'est que j'ai été violée à 11 ans par un voisin qui avait 60 ans. Je pense que ma mère n'a jamais eu connaissance de ce que les sœurs et puis l'enquête sociale disaient sur elle. Je pense pas. Moi, mon père, il n'aurait pas fallu parce que Non, ce qu'il y a sur lui... Les familles n'étaient pas au courant parce que franchement, quand on lit le palmarès... C'est dingue. Mais c'est affolant, quoi. Moi, c'est Germinal. De toute façon, c'est facile dans la classification où on était asocial ou débile légère. Bon. Et physiquement, où on était très moche. Moi, j'étais obèse. Toi, t'étais obèse. Où on était très moche ou alors très jolie et intelligente. Mais de toute façon, notre beauté et notre intelligence allaient être au service du mal. Donc qu'on soit intelligente, bête, moche, on valait rien. Coupable. On valait rien. C'était les termes vraiment employés partout dans la société. C'est pas que la congrégation qui emploie les termes de débile, par exemple. Dans le monde des archives, on calcule en mètres linéaires, donc comme si on prenait notre mètre et puis qu'on calculait comme ça. Et donc ici, il y a à peu près 800 mètres linéaires. C'est-à-dire qu'il y a eu une quarantaine d'établissements en France. Donc on a effectivement les archives de toutes ces maisons. La masse la plus importante des archives, c'est quand même les dossiers des pensionnaires. Elles peuvent venir aux archives ici à Angers si elles veulent voir l'original du dossier. En général, on va trouver l'enquête sociale qui a été effectuée par l'assistante sociale hors de l'institution, dans la famille. Et puis la correspondance, souvent avec le juge des enfants. On pourrait dire aussi que le juge des enfants est l'homme le plus puissant et peut-être plus puissant que le juge d'instruction, puisque nous disposons en fait, d'après la loi, de la liberté, de l'honneur des jeunes, de leur vie familiale, puisque toute intervention perturbe ou touche la vie familiale, et aussi de leur avenir, ce qui est très grave, puisque nous sommes en général responsables de leur orientation professionnelle ou de leur insertion dans la société. Parfois, c'est vrai qu'elles ne savaient pas pourquoi elles étaient placées dans l'institution, donc il peut y avoir une vraie découverte d'informations qui étaient inconnues. Donc c'est vrai que ça peut être assez douloureux de lire ça. On a à peu près une vingtaine de demandes de consultation par an. On a su que ces archives étaient publiques quand je suis arrivée, c'est-à-dire quand il y a quelques années, on a commencé à réfléchir à la question plus précisément avec les archives départementales. Je peux comprendre que, de leur point de vue, on n'a pas toujours mis en place toutes les bonnes conditions, mais pour nous, c'était vraiment de pouvoir leur proposer un accompagnement. J'ai reçu plusieurs femmes qui ont passé quelques années ou seulement quelques mois, tout dépend, dans une de nos maisons. Toutes celles que j'ai vues ont appris à travailler au Bon Pasteur et on me dit même que c'était les plus belles années de ma vie. Mais bon. On a raté notre vie, on aurait pu faire des études. Moi, j'aurais bien voulu faire avocat ou j'aurais bien voulu être pilote de ligne. On devrait nous dédommager pour la messe, tiens. On était trop à la messe. On a perdu notre temps. C'est vrai que comme éducation, j'ai vraiment été bien éduquée au Bon Pasteur. Je n'ai rien appris. Coudre peut-être un peu et encore, je ne suis pas une perle. Si, j'ai appris, j'ai appris à faire des boutonnières. Je suis la reine des boutonnières. On nous disait, ne parlez pas de votre passé. Si vous avez beaucoup de chance, vous pourrez trouver un brave homme et devenir mère de famille et vous faire épouser. Quel avenir! Moi, je vais faire du bruit. Finalement, tu as une très mauvaise éducation. C'est les bonnes sœurs qui m'ont éduquée. L'État ne nous donnait pratiquement rien. Il y avait des petits subsides, mais ce n'était pas encore les prix de journée tels qu'on les a maintenant. Donc il fallait faire vivre tout le monde.
Donc les jeunes filles, il fallait les nourrir, il fallait les habiller, il y avait l'éducation qui était... Donc tout le monde travaillait. Ce n'était pas leurs parents qui pouvaient donner quelque chose. C'est totalement faux parce que quand les parents étaient solvables, c'était eux qui payaient. Et quand ils n'étaient pas solvables, c'était les allocations familiales. Et aussi des subventions départementales. La justice savait très bien où on envoyait des enfants de familles défavorisées. Et je pense que c'est pas trop de dire que la justice pourvoyait en main-d'œuvre gratuite les institutions religieuses. Rien que pour ça, je voudrais que l'État me dédommage. Nous allons voir Franck Berton qui nous a donné rendez-vous à 11h. Pourquoi vous faites appel à un avocat? Pour déposer une plainte. Maltraitance et travail forcé. Monceau. Ah ben faut descendre. Ah oui, Ben, là, on se sent soulagé quand là, même. on est soulagé. Il nous a dit, vous pouvez faire mention du fait que vous êtes venu nous voir et qu'on va vous aider. Je crois qu'ils sont surpris un peu estomaqués. de tout le travail qu'on avait fait, il me semble. Oui. Dans le cheminement qu'on a fait, on arrivait au bout de quelque chose et on ne pouvait pas passer au-dessus. C'était pas possible. Il fallait quelqu'un pour nous aider. On va le dire aux autres filles. Ah ben oui, oui, parce qu'on a besoin d'elles. Oui. On va où là? Au BP. Mon pasteur. Vous attendez quoi du coup du rendez-vous? Rien. Moi rien. Moi non plus. De toute façon, maintenant c'est l'avocat qui s'occupe de nous. Allez, on sonne. Bonjour, Madame Vénin et Madame Lebris, s'il vous plaît. Allez. Vous vous êtes permis d'en faire ces affreuses et immondes vies, insipides où seules les guerrières ont pu s'en sortir. Bon retour. Au revoir. Merci. Oui. Il y a des moments qui étaient houleux. C'était un échange correct mais vif. Elles ont réagi comment quand vous leur avez dit pour l'avocat? Oui, ah bon, il n'y a pas eu vraiment de réaction. Oui, mais là, on a eu l'impression qu'elles avaient pris un coup à l'estomac. Oui, oui, oui. Elles sont dans le déni. Le déni. Le déni, et en même temps, elle était navrée, la sœur. Quand on a appris, nous, que certaines, je dis bien certaines parce que c'est loin d'être la majorité, sœurs ont dérapé, nous-mêmes avons été meurtris. Parce que, si vous voulez, le Bon Pasteur n'a jamais été érigé comme une congrégation qui était là pour réprimer. Enfin, ce n'était pas un système répressif d'emblée. Il y avait quand même le statut de maison de redressement.
On disait ça, mais on n'a jamais dit ça, nous. On était une maison de rééducation, d'éducation ou de rééducation. Les portes du pénitencier sont déjà refermées. C'est pas là que je finirai ma vie. Vous êtes retourné à la messe ou pas depuis que vous êtes Oh, sorti? quelle horreur! Mais attends, non mais c'est quoi cette question? C'est une blague, hein? Non, Quelle horreur! non. Mais il y a beaucoup de filles qui sont croyantes, hein? Oui. Qui nous envoient des photos de la Sainte Vierge, oui, voilà, de Sainte Rita. Sainte Rita, beaucoup Sainte Rita. Elles aiment bien Sainte Rita. C'est la patronne des causes perdues, c'est ça? Oui, voilà. Je pense qu'il y a une véritable volonté politique de connaître cette histoire. Maintenant, on va espérer qu'il y aura aussi une volonté politique de reconnaître les torts de l'État, de l'administration, des institutions, le fait qu'elles sont des victimes du système et qu'elles sont aussi les victimes d'un ordre patriarcal, on va employer les grands mots, hein, mais je pense que c'est important, d'une place très spécifique faite aux filles et aux femmes dans la société.